Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mercredi. Jean-Marc Ayrault, invité à être Schröder, Blair, Mendès France ou encore Clémenceau par Jean-François Copé. Le Premier ministre dit sa détermination et renvoie la droite à son bilan lors du débat de censure. Le mariage gay adopté en commission des lois au Sénat avec 2 voix de l'UMP. Cela avant le débat en séance qui aura lieu début avril. Le traditionnel dîner du CRIF ce soir avec François Hollande, l'antisémitisme toujours préoccupant dans notre pays. Richard Pasquier, président du Conseil représentatif des institutions juives de France, sera notre invité dans quelques instants. Il est déjà là. Bonsoir Monsieur Pasquier. Et puis Philippe Marini, le président de la Commission des Finances, sera également l'invité du 19h ce soir. Les échanges musclés autour de la motion de censure de l'UMP accusée par Jean-François Copé de marcher avec détermination vers l'abîme. Jean-Marc Ayrault a répondu que le gouvernement était orienté vers le redressement et que c'était son seul objectif. Je sais où je vais. Je sais comment y parvenir et comment faire. Mesdames et messieurs les députés, je sais ce que doit être la France à la fin de ce quinquennat. Et c'est à cela que depuis le premier jour, je me suis attaqué. Et la démission de Jérôme Cahuzac a été abordée par les orateurs. Si les faits sont avérés, ce serait extrêmement grave, a souligné Jean-François Copé, tout en défendant la présomption d'innocence. De son côté, Jean-Marc Ayrault a salué la dignité et la responsabilité de son ancien et excellent ministre du Budget. Les suites avec l'ouverture d'une information judiciaire et puis ce matin, la transition des pouvoirs à Bernard Cazeneuve avec Paul Bouffard. Il n'est plus ministre. Quand Jérôme Cahuzac s'avance, il est escorté comme pour parer les coups. L'ancien ministre est venu passer la main, la gorge nouée. Je crois, j'espère, avoir exercé cette fonction ministérielle avec passion. Mon cher Bernard, mon ami Bernard, bonne chance à toi. Je te souhaite d'éprouver la même passion et le même bonheur que j'ai pu éprouver à exercer ces fonctions ministérielles. Pendant la cérémonie, pas un mot de l'affaire, pas un mot sur la chute d'un des piliers du gouvernement Ayrault. Désormais, l'ex-ministre dit vouloir se consacrer à sa défense, car les investigations menées par le parquet de Paris valident l'enregistrement vocal de Jérôme Cahuzac datant de la fin de l'année 2000. On y entendrait « Ça me fait chier d'avoir un compte là-bas. L'UBS, c'est quand même pas la plus planquée des banques. » Hier, le parquet de Paris a requis l'ouverture d'une information judiciaire contre X, notamment pour blanchiment de fraude fiscale. Une demande d'entraide judiciaire est même adressée à la Suisse. Au pôle financier, les juges Leloir et Van Rumbeck vont instruire le dossier Cahuzac. Dans tous les cas, l'enquête pourrait durer plusieurs années. Le blanchiment est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. Une perquisition aujourd'hui au domicile parisien de l'ancienne ministre de l'économie Christine Lagarde dans l'enquête sur l'arbitrage favorable à Bernard Tapie qui avait été rendu dans le dossier Adidas Crédit Lyonnais. L'homme d'affaires avait encaissé de Bercy quelques 400 millions d'euros. C'est la Cour de justice de la République qui instruit le volet ministériel de cette affaire qui a déjà conduit à de nombreuses perquisitions chez Bernard Tapie, encore chez Claude Guéant. La directrice générale du FMI aujourd'hui avait réaffirmé il y a quelques semaines que le choix de recourir à un arbitrage était la meilleure solution à l'époque où elle était à Bercy. Le projet de loi sur le mariage gay adopté en commission des lois, le vote positif, a été obtenu grâce à 2 voix de l'UMP. Jérôme Rabier. Il aura fallu presque 4 heures de réunion pour que la commission des lois adopte le texte sur le mariage pour tous. Pas question de voter le même projet qu'à l'Assemblée nationale, imparfait juridiquement selon les sénateurs, mais au final, la philosophie du texte reste la même. Je pense que le texte tel qu'il sort de la commission des lois aujourd'hui est amélioré techniquement et juridiquement. Le périmètre reste le même, c'est le mariage ouvert aux couples de même sexe, l'adoption simple, l'adoption plénière, ni plus ni moins. Des détails techniques comme le choix du nom de l'enfant en cas d'adoption ont été votés, mais les amendements sur la PMA ou la GPA ont comme attendu été rejetés. Pas d'obstruction de l'UMP comme à l'Assemblée, mais une contre-proposition, objet d'un amendement de 20 pages défendu par le groupe parlementaire. À côté du mariage tel qu'il existe, on mettait en place une union civile qui devait répondre aux mêmes droits et aux mêmes devoirs que dans le mariage,
mais avec seulement une différence, c'est qu'il n'y avait pas de prolongation sur la filiation ou sur l'adoption. Une proposition non retenue par la majorité qui reste attachée aux termes mariage et adoption. À 23 voix contre 21, le texte a finalement été adopté. 2 radicaux de gauche n'ont pas participé au vote et fragilisé la faible majorité. Mais 2 sénateurs UMP de la commission des lois ont finalement voté en faveur du texte. Il faut trouver un équilibre de la part des choses. Et moi, ma conviction de législateur était au-dessus de ma conviction personnelle. Je n'ai pas imposé ma conviction personnelle aux autres. Je dois constater qu'il y a un certain nombre de couples qui ont besoin de cela pour être heureux. La prochaine bataille aura lieu dans la rue dimanche avec le défilé parisien des anti-mariages pour tous, avant la dernière étape à la Haute Assemblée à partir du 4 avril pour l'examen en séance du projet de loi. Toujours aucune confirmation de l'assassinat d'un otage français au Mali, une annonce faite par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Une annonce que Paris prend avec beaucoup de réserve, c'est l'expression utilisée par le Quai d'Orsay. Le sort des otages français détenus au Sahel se pose évidemment avec beaucoup plus d'acuité depuis l'intervention militaire française. Mélanie Bontemps. Le communiqué est tombé dans la nuit. Philippe Verdon aurait été exécuté le 10 mars dernier. C'est ce qu'affirme un homme présenté comme un porte-parole d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Une exécution en réponse à l'intervention militaire française au Mali. Paris refuse pour l'instant de confirmer le pire. Nous sommes en train de vérifier, de prendre des informations sur la réalité de ces faits. Tout est mis en œuvre pour obtenir la libération de tous les otages, où qu'ils soient, et obtenir le plus rapidement possible leur retour parmi leurs proches. Les inquiétudes se portent à présent sur Serge Lazarevitch. Les 2 hommes en voyage d'affaires avaient été enlevés dans la nuit du 24 novembre 2011 à Ombori, dans le nord-est du Mali. Un enlèvement rapidement revendiqué par AQMI. Dans une vidéo diffusée cet été, Philippe Verdon évoquait des conditions de vie difficiles. La France est le pays au plus grand nombre de ressortissants enlevés. 15 Français sont actuellement retenus en Afrique. 6 d'entre eux sont des otages revendiqués par AQMI. Et le retrait des troupes françaises du Mali commencera fin avril, a précisé tout à l'heure Jean-Marc Ayrault lors du débat sur la motion de censure de l'UMP. Le traditionnel dîner annuel du CRIF, du Conseil représentatif des institutions juives de France, se tient ce soir. Et nous sommes donc en ligne avec son président, Richard Pasquier. Bonsoir. Bonsoir. Et merci une fois de plus d'être avec nous. Vous allez bien sûr accueillir le chef de l'État. Qu'attendez-vous de François Hollande et qu'allez-vous lui dire ? Et nous allons parler évidemment de l'antisémitisme. Nous sommes très exactement à 1 an après l'épouvantable assassinat d'enfants juifs à l'école Ozar HaTorah à Toulouse. Et cet assassinat a marqué d'une couleur très sombre l'ensemble de l'année, de couleur d'autant plus sombre que non seulement il n'a pas été suivi par un arrêt, par une sidération des actes antisémites, mais bien au contraire, dans les journées, dans les semaines qui ont suivi, c'est une flambée de ces actes à quoi nous avons assisté, ce qui prouve bien que l'assassin, Mohamed Merah, n'était pas un loup solitaire et qu'il a qu'il a un certain nombre d'émules dans notre pays. Et nous savons ces phrases qui ont été dites, qui sont tout de même épouvantables. Mohamed Merah est notre idole. Est-ce que pour vous, M. Pasquier, la progression de l'islam radical dans certains quartiers est la première des préoccupations ? En ce qui concerne les actes antisémites, mais au-delà de cela, le danger pour notre société à plus long terme me paraît également évident. Oui, ce que j'appelle l'islamisme radical et qu'il ne faut pas confondre avec l'islam, il faut le dire une fois de plus et très très clairement, ce que j'appelle l'islamisme radical, dont d'ailleurs les musulmans sont souvent les premières victimes. Vous le savez très bien, lorsque Mohamed Merah a tué Imad Ibn Zlaten, il savait parfaitement qu'il tuait un musulman. Eh bien, il représente cet islamisme radical, un danger qui est totalement incompatible avec la société dans laquelle nous vivons, avec les valeurs qui sont les nôtres. Et je pense que c'est le pays tout entier qui doit comprendre qu'il n'y a là-dessus aucun compromis à faire, parce que c'est notre avenir et celui de nos enfants qui est en jeu. Mais est-ce que vous pourrez, à nouveau ce soir, avec le chef de l'État, comme c'était il y a d'ailleurs quelques jours à Toulouse avec Manuel Valls qui a participé à une cérémonie, est-ce que vous pourrez vous contenter de l'affirmation que la tolérance
zéro devra s'appliquer en matière d'antisémitisme? Bon, il est très clair qu'il y a les affirmations qui sont très importantes, et celles du président de la République dimanche à Toulouse ont été extrêmement claires, tout comme celles du ministre de l'Intérieur hier soir, toujours à Toulouse, sur la nécessité de lutter de façon extrêmement sévère contre toutes les manifestations d'antisémitisme. Il est clair que les moyens doivent être remis également à ce sujet, et de ce point de vue, la réactivation du comité de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, le CILRA, est quelque chose que nous soutenons. Encore faudra-t-il que ce comité ait les moyens de pratiquer un combat ciblé sur les populations dans lesquelles cet antisémitisme est fort, parce qu'il faut le dire, il n'y a pas d'augmentation majeure de l'antisémitisme dans la population française. Il reste à un niveau bas. Mais c'est dans certains secteurs, dans certaines populations, et on sait le contexte dans lequel vivent souvent ces jeunes. Et c'est là qu'il est absolument indispensable de travailler, de lutter et de trouver des moyens pour faire extirper tous ces stéréotypes qu'ils ont dans la tête, et qui sont des stéréotypes d'un antisémitisme d'une virulence extrême. C'est l'antisémitisme qui considère que les juifs ne sont pas tout à fait des êtres humains, que ce sont des fils de porc, de singes, etc. Encore une question, Richard Pasquier. Est-ce que vous estimez que les valeurs de la laïcité ont subi un revers dangereux hier devant la Cour de cassation, qui donc a estimé qu'une employée voilée ne pouvait être licenciée d'une crèche privée? Écoutez, en ce qui me concerne, il est évident que je ne vais pas m'exprimer comme cela immédiatement, fortement, devant une décision de la Cour de cassation. C'est une chambre absolument hautement respectable, donc moi je n'ai pas la technicité nécessaire pour m'opposer à cela. Il est évident que je suis un défenseur extrêmement strict des valeurs de la laïcité, que ces valeurs de la laïcité, elles sont à la base même de notre société, la loi de 1905. Est-ce que la considération que cette crèche était une crèche privée, non pas une crèche publique, puisque c'est là le principe sur lequel la Cour de cassation s'est assise, est-ce que cela peut être discuté, ou est-ce que cela peut être modifié par une autre loi? Je crois que c'est le rôle des parlementaires, c'est le rôle de notre système législatif, c'est le rôle de nos décideurs de voir s'il y a lieu éventuellement de modifier la législation dans le sens. Mais je pense effectivement qu'il est très important que notre société conserve comme un de ses piliers véritablement essentiels la nécessité parce que c'est la seule façon de vivre ensemble, la nécessité d'une laïcité qui doit être une laïcité ouverte, pas du tout une laïcité agressive, mais une laïcité dans laquelle tout le monde puisse se reconnaître. Merci beaucoup, Monsieur Pasquier, d'avoir été avec nous ce soir. Et donc le dîner du CRIF avec, comme chaque année, de très nombreux invités politiques. Ce sera à suivre ce soir dans le journal de 22h sur Public Sénat avec Sonia Mabrouk. Barack Obama, pour la première fois aujourd'hui en Israël, il a été accueilli tout sourire par Benjamin Netanyahou, avec qui en fait il partage une relation houleuse et même parfois haineuse. Le président américain, qui visitera aussi les territoires palestiniens et la Jordanie, n'est porteur d'aucun plan de paix. Nathalie Guilbard. Un bonjour chaleureux pour tenter de réchauffer les relations avec Israël. À la sortie de l'avion, Barack Obama est accueilli par le président Shimon Peres et par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Un accueil tout sourire, on en oublierait presque les différends marqués entre les deux hommes. Sur la colonisation juive, le processus de paix entre Israël et la Palestine, et sur le nucléaire iranien. Mais l'heure aujourd'hui est aux amabilités. Monsieur le Président, merci de défendre le droit du peuple juif d'avoir un État juif dans notre terre natale. Bienvenue en Israël. Barack Obama, lui, tente de reconstruire ses relations avec Israël et de séduire l'opinion publique car sa cote est au plus bas. Comme nous l'avons fait ces 65 dernières années, les États-Unis sont fiers d'être votre allié le plus fort et le plus grand ami de votre pays. Principal allié, et pourtant c'est la première fois qu'Obama se rend en Israël. Et déjà, ses détracteurs donnent une allure touristique à ce voyage.
Pas de proposition de paix en vue, mais plutôt la visite de différents lieux symboliques. Il se recueillera au mémorial de l'Holocauste, mais aussi sur la tombe de Theodor Herzl, le fondateur du mouvement sioniste. Demain, c'est une journée clé pour le président. Il prononcera un discours devant des centaines de jeunes israéliens avant de se rendre dans les territoires palestiniens. Le sauvetage financier de Chypre, toujours dans l'impasse. Le rejet par le Parlement de Nicosie du plan d'aide européen ne doit pas soustraire l'île à ses propres efforts, estiment les responsables de la zone euro. La Commission de Bruxelles attend notamment des autorités chypriotes qu'elles trouvent une solution qui ménage les petits épargnants. Avec nous donc Philippe Marini, le président de la Commission des finances. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Est-ce que Chypre peut connaître la faillite? Ah oui. Lorsque j'ai été à Chypre fin janvier, j'ai rencontré le ministre des Finances de l'ancien gouvernement, puisque dans l'intervalle, il y a eu une élection générale, élection présidentielle, élection législative. Et ce ministre des Finances m'a dit que le pays pourrait assurer les fins de mois, notamment le paiement des fonctionnaires, jusqu'à fin mars. Et fin mars, nous y sommes. Demain, oui. Nous y sommes. Cela veut dire une rupture imminente des paiements. Au demeurant, on ne sait pas où Chypre a trouvé l'argent d'assurer les dernières fins de mois. Peut-être en puisant dans les fonds de pension. Ah, est-ce qu'une faillite de ce tout petit État européen menacerait la zone euro? À mon avis, non. Ce qui menacerait davantage la zone euro, ce serait une attitude laxiste consistant à passer par les conditions de Chypre qui a fondé son économie sur un secteur bancaire dont le moins que l'on puisse dire est qu'il n'est pas totalement transparent. Est-ce que l'erreur n'incombe pas à l'Europe qui a fait entrer en quelque sorte ce qui apparaît aujourd'hui, vous le dites à mots couverts, comme un paradis fiscal russe? L'erreur, elle est largement le fait de l'Europe qui a laissé des pays comme l'Irlande, la Grèce, Chypre, qui les a laissés accumuler des risques très importants et des risques qui relevaient de leurs décisions internes. Et l'Europe n'a pas été suffisamment vigilante. Il y a eu une espèce de conjonction entre des gens convenables qui ne veulent jamais dire une parole plus haute que l'autre, qui cherchent toujours les compromis, qui ne veulent pas faire de peine. Est-ce que néanmoins avoir voulu taxer le week-end dernier les dépôts bancaires inférieurs à 100 000 euros, qui sont garantis normalement dans l'Union jusqu'à ce niveau-là, était une faute politique des responsables, une nouvelle faute politique des responsables de l'Union? Je ne crois pas que l'on puisse dire cela, puisque aussitôt la précision est intervenue selon laquelle une modulation serait possible en fonction du montant des dépôts. Maintenant, la garantie des dépôts, certes, elle est très importante, mais si l'État où est immatriculée la banque fait défaut, que vaut la garantie des dépôts qui est accordée par un tel État? Il y a lieu de s'interroger. Parlons de la démission de Jérôme Cahuzac, si vous êtes d'accord, Philippe Marini, donc sous le poids des soupçons, renforcés hier par la justice, mais sans mise en examen pour l'instant. Y avait-il une autre solution, selon vous, que le départ du gouvernement? J'ai tendance à penser qu'à partir du moment où ce cercle vicieux se met à fonctionner, et Jérôme Cahuzac en a eu conscience dès le départ, mieux vaut se mettre de côté. Car c'est en quelque sorte toute l'autorité du gouvernement. À un moment où des décisions difficiles sont à prendre en matière de finances publiques, c'est toute la crédibilité de la France vis-à-vis de ses partenaires qui sont susceptibles d'être mises en cause par ce drame. C'est un drame humain. C'est pour l'équipe gouvernementale une très mauvaise nouvelle. Pour la Maison France aussi, car on nous regarde de l'extérieur, il eût mieux valu en faire l'économie et prendre la décision de mettre entre parenthèses Jérôme Cahuzac il y a 3 mois. Ah, il y a 3 mois.
Bon, en tous les cas, aujourd'hui, on nous observe surtout pour les efforts en matière de coupe budgétaire notamment. On avait dit que Jérôme Cahuzac était très engagé en ce sens auprès des ministres et aujourd'hui, Jean-Marc Ayrault a dit que l'essentiel du redressement des finances publiques viendra de l'effort sur la dépense. Est-ce qu'il dit vrai, selon vous? L'orientation est bonne, mais dans le même mouvement, il dit qu'il n'y aura pas d'efforts supplémentaires sur les dépenses en 2013, alors que nous savons depuis peu de temps que nous ne serons pas au rendez-vous des 3%. Donc on en prend son parti. Et les efforts très importants sur les dépenses, on les fera en 2014, comme si il était plus simple de faire en 2014 ce qu'on ne sait pas faire complètement en 2013. Il a déclaré qu'il ne voulait pas substituer une austérité de gauche à une austérité de droite. Où est la différence, selon vous, pour les Français? Je ne crois sincèrement pas que notre pays connaisse l'austérité, ou même soit menacé de la connaître, compte tenu des chiffres qui sont articulés pour 2014. L'austérité, c'est le Portugal, c'est l'Irlande, c'est quand on c'est coupe dans les salaires, dans les pensions? C'est quand on réduit, non seulement quand on plafonne, mais quand on réduit la masse salariale de la fonction publique. Ce serait une bonne solution pour vous? Non, je ne plaide pas pour ça, mais puisque vous citiez le mot d'austérité, je pense que l'on peut aujourd'hui parler de gestion plus rigoureuse, alors que pendant très longtemps elle n'a pas été assez, mais nous sommes encore bien loin de l'austérité. Alors une question toute simple concernant par exemple le déficit de la sécurité sociale et de sa branche famille. Il y a une polémique qui s'est développée autour des mesures concernant les allocations familiales. On prête l'idée au gouvernement, à travers ses parlementaires, de diviser par deux, par exemple, les allocations familiales pour les ménages dits les plus aisés. Qu'en pensez-vous? C'est un peu facile. Je ne rejette pas le principe d'une fiscalisation des allocations familiales. Une fiscalisation. Donc, alors, leur certains mise... ténors de l'UMP disent, mais alors, ce serait reprendre d'une main ce qu'on donne de l'autre. Attendez, je ne récuse pas le principe d'une telle fiscalisation le jour où l'on mènera une stratégie fiscale différente. Le jour où l'on sera capable de reconcevoir l'impôt sur le revenu, de supprimer un très grand nombre de niches fiscales, de fusionner la CSG et l'impôt sur le revenu. Oui, il faudra se poser ce type de questions. D'accord, mais là il y a une urgence, par exemple, oui, 2 milliards à trouver. C'est une mesure qui ne peut pas être prise de manière isolée et de façon vexatoire à l'égard des familles. Le Sénat débat de la réforme bancaire qui donc sépare les activités les plus spéculatives et puis la banque de détail. Mais Philippe Marigny, j'ai l'impression que le consensus sur ce texte semble traduire finalement sa faible portée. Non, je résumais ma position tout à l'heure en séance en disant ce texte ne mérite ni excès d'honneur ni excès d'indignité. Ce n'est pas une réforme structurelle, c'est la poursuite d'évolutions déjà largement amorcées. On a une autorité de contrôle prudentiel, devient autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'ACP devient ACPR. On a fait l'ACP en 2010, et bien en 2013 on fait l'ACPR. Est-ce que les mesures dans ce texte, par exemple, pourraient nous prémunir contre une nouvelle crise et les errements financiers qu'on a connus? Ces mesures sont utiles, car elles cantonnent les activités qui recèlent le plus de risques et elles le font sans porter préjudice au financement de l'économie. Rien ne serait pire que d'imposer des calculs de fonds propres qui se traduiraient par moins de crédits aux entreprises. Nous n'en avons pas besoin aujourd'hui, compte tenu d'une conjoncture très atone. Mais vous êtes rassuré là par François Hollande, puisqu'on est loin de son slogan de la campagne. La finance est mon ennemi. On en est très loin, mais je vois d'ailleurs qu'il y a des amendements de l'aile gauche du Parti socialiste qui s'exprimera sans doute en séance. Et là, je pense que les voix de l'UMP seront tout à fait utiles pour faire prévaloir la raison. Donc pour soutenir la version modérée défendue par le pouvoir socialiste. On vous a compris, Philippe Marigny. Dernière question. Le domicile parisien de Christine Lagarde a été perquisitionné aujourd'hui. Est-ce que vraiment le recours à cette solution arbitrale, il y a quelques années, et les 400 millions d'euros qui ont été versés à Bernard Tapie dans le cadre de son conflit avec le Crédit Lyonnais dans le dossier Adidas, c'était la seule solution? Je ne connais pas tout, loin de là, de ce dossier, mais je sais que le tribunal arbitral était composé de personnalités tout à fait incontestables, que son président était Pierre Mazot, connu pour son extrême rigueur de grand juriste, n'est-ce pas? Jean-Denis Bredin,
très grand avocat et conscience de la gauche démocratique, si je puis ainsi m'exprimer. À mon sens, ce tribunal arbitral a exercé sa mission dans le respect le plus strict du droit. Merci Philippe Pargny d'avoir été avec nous ce soir. À la veille de la présentation par François Hollande d'un plan d'aide aux bâtiments avec notamment des mesures nouvelles pour la rénovation thermique des logements, la question de la transition énergétique a été abordée aujourd'hui au Sénat. Le souci d'efficacité en la matière concerne évidemment bien d'autres secteurs que la construction. Fabrice Cunet. 2 degrés, c'est le réchauffement climatique à éviter à tout prix. L'objectif peut paraître dérisoire, mais pour la communauté scientifique, l'atteindre ou pire, le dépasser aurait de graves conséquences. C'est tout l'enjeu d'une transition énergétique qui tarde à se mettre en place. Rester en dessous de 2 degrés veut dire de diminuer rapidement nos émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial et puis les diviser par 3 entre 2020 et 2050. C'est un véritable défi, c'est disons, une société différente, une société sobre en carbone qui est pour moi un impératif. Construction, transport, industrie, l'efficacité énergétique doit être transversale. La France manquerait d'outils réglementaires, de cohérence dans ses politiques publiques ces dernières années. Donc oui, il y a des énormes gaspillages. Le prix de l'énergie augmente, même s'il est encore pas finalement cher par rapport à ce qu'il sera très certainement d'après tous les acteurs. Et donc, il n'y a pas encore beaucoup de choses qui incitent à réellement faire de l'efficacité énergétique aujourd'hui. La facture énergétique de la France s'élève à plus de 60 milliards d'euros, 90% du déficit de sa balance commerciale. De quoi inciter à plus d'efficacité. Notre balance commerciale donc, est impactée directement par l'importation de tout ce qui est énergie fossile. Donc c'est évident que ne serait-ce que par le biais de l'économie, on pourrait déjà faire descendre énormément notre déficit au niveau de l'énergie. Sur tous les bancs, le même constat et le même volontarisme. Mais un bilan de carence, avec un Grenelle de l'environnement aux effets limités et un mix énergétique en discussion. La France n'a toujours pas pris le tournant de la transition environnementale, malgré l'urgence. Le Sénat poursuit ses auditions dans le cadre de la commission d'enquête sur le dopage. L'ancienne ministre des Sports, Marie-Georges Buffet, à l'origine d'une loi d'encadrement, est venue devant les parlementaires défendre un combat sans relâche. Je pense que c'est un combat qui n'est jamais terminé parce que plus il y a des enjeux financiers qui viennent se mêler aux résultats sportifs, plus il y a une instrumentalisation par les États, par la politique du sport, plus la tentation du dopage s'accentue. Je pense qu'il faut à la fois en rester sur le contrôle positif pour la sanction sportive concernant le sportif ou la sportive, mais qu'il faut mettre des moyens aussi d'investigation pour démanteler les systèmes mis en place pour les trafics de produits, pour la recherche sur des produits toujours plus innovants et indétectables. Voilà, des propos recueillis par Julie Hulin. C'est la fin de ce journal à 22h. Sonia Mabrouk, donc avec Perrine Tarnot et Mickaël Zamès qui seront en direct du dîner du CRIF. Question d'info à suivre sur LCP, Assemblée nationale, et à demain. Zinedine Zidane, Alain Bernard, Richard Virenque, autant de légendes du sport révélées en Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région PACA, l'une des plus titrées de France, où pourtant la pratique du sport amateur est moins répandue qu'ailleurs. Comment concilier sport amateur et sport de haut niveau? Le sport n'est-il que compétition? Itinéraire bis vous emmène sur la Côte d'Azur. Itinéraire bis, demain à 18h sur Public Sénat. Se renseigner sur les programmes. Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire. Pour vivre la politique en temps réel, connectez-vous et réagissez sur publicsénat.fr.